mois de janvier pour vous adresser au nom de toute l'équipe de la médiathèque nos meilleurs vœux, en vous souhaitant une année riche en découvertes, pleine de curiosité. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Bernard Fèvre pour une série de conférences qui va être consacrée à Molière et ses mises en scène, et que c'est une série de conférences que nous vous proposons en collaboration avec le théâtre Victor Hugo, dont la directrice ne devrait pas tarder à arriver. Et on remercie également Margot, qui est la responsable des relations publiques, d'être avec nous ce soir. Donc nous avons eu l'idée de vous proposer ce cycle de conférences comme introduction, comme préambule à la représentation de l'École des femmes qui aura lieu le 30 janvier, vendredi 30 janvier au théâtre à 20h30. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Bernard Fèvre, qui est professeur émérite d'études théâtrales à l'Université Paris-X-Nanterre, et qui a lui-même pratiqué le théâtre avant donc de se consacrer à l'enseignement. Pour une première conférence ce soir consacrée à Molière et ses metteurs en scène. Ah oui, je voulais aussi vous dire tout de suite qu'il y a une petite erreur sur le Bagneux Info par rapport aux prochaines dates. Donc ce soir, première conférence, la deuxième aura lieu la semaine prochaine, et nous conclurons le cycle par une rencontre avec le metteur en scène Philippe Adrien le 27 janvier et non le 20 janvier comme c'est annoncé sur le Bagneux Info. Donc l'info est bonne sur le programme de la médiathèque, mais il y a une erreur sur le Bagneux Info. Voilà, bonne séance à tous et merci encore. Bien. Donc, je suis très heureux d'intervenir ici. Ça fait 2 ans, effectivement, qu'au théâtre Victor Hugo, j'ai un cycle de conférences sur l'histoire du théâtre qui finalement a trouvé, je crois, son petit noyau de fidèles. Et il se trouve que cette année, le fait qu'il y ait cette représentation de l'École des femmes, mise en scène par Philippe Adrien, a donné envie aux uns et aux autres d'encadrer, entre guillemets, la chose par un cycle de conférences. Et on est tombé assez vite d'accord sur le fait que ça pouvait être intéressant d'aller regarder un peu un certain nombre de mises en scène de Molière, de la création à nos jours, on va dire. Alors, cette semaine, donc ce soir, ça sera, je vais dire, une introduction générale. La semaine prochaine, sur l'École des femmes. Et puis, entre février et avril, au théâtre Victor Hugo, je parlerai de Don Juan, du Misanthrope et de Tartuffe. Bon, je dirais que je manque d'originalité, mais si on parle des mises en scène, on parle aussi forcément des pièces qui ont suscité le plus de mises en scène, et dans certains cas, le plus de mises en scène controversées. Bon, alors, il va de soi que mon projet de ce soir est rigoureusement infaisable, puisque rien qu'à la Comédie Française, il y a eu plus de 10 000 représentations de Molière depuis la création. Et je ne parle même pas des autres. Et des autres, il y en a eu. Il ne cesse d'y en avoir. Donc dire, en 1h30, il n'y a pas de problème, je vais vous parler des mises en scène de Molière du XVIIe à nos jours, c'est rigoureusement infaisable. C'est pour ça que je vais le faire. Étant bien entendu que ça ne sera sûrement pas exhaustif, ça sera forcément partiel, j'espère pas trop partial, mais incontestablement, le fait de mettre en avant telle mise en scène ou telle autre, c'est forcément un choix. Et vous serez tout à fait en droit de dire, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de telle mise en scène, bien évidemment. De toute manière, comme je crois c'est l'usage à la médiathèque, on va se garder un petit temps en fin de conférence pour que vous puissiez poser des questions et qu'il puisse y avoir échange et dialogue comme on pourra le souhaiter. Bien. Donc, pour poser les choses de la manière la plus simple possible, je ne vais pas vous faire un cours sur qu'est-ce que la mise en scène, qu'est-ce que le metteur en scène, etc. Bon, partons de définitions un peu bateau.
à partir du moment où il y a représentation théâtrale, il y a forcément mise en scène. C'est-à-dire, vous partez d'un texte écrit, et ce texte écrit, vous le mettez en 3 dimensions, dans une durée donnée. Rien que ça, c'est bien le mettre en scène. Il suffit, là, j'enfonce une porte ouverte. Alors, il est clair que pendant très longtemps, il n'y a pas eu de metteur en scène qui s'autodésignait de cette manière. Bon, ni Échille, ni Shakespeare, ni Molière n'ont dit « c'est moi le metteur en scène ». N'empêche qu'on peut considérer qu'ils exerçaient tout à fait les pouvoirs et les prérogatives du metteur en scène. Il y a un très bel exemple avec Molière, c'est bien entendu l'impromptu de Versailles. Donc en 1663, Molière écrit l'impromptu de Versailles, complètement théâtre dans le théâtre, puisque c'est la troupe de Molière répétant une nouvelle pièce qu'il va falloir présenter dans 2 heures à Louis XIV, et tous les membres de la troupe disant qu'ils ne sont pas prêts, qu'on ne peut pas jouer ça sans même savoir le texte. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'ils n'ont déjà pas du tout le temps, et ils passent leur temps, notamment Molière lui-même, à faire des digressions et à parler d'autre chose. Il n'empêche qu'on voit très bien dans l'impromptu de Versailles que Molière se conduit complètement comme un metteur en scène, avec les prérogatives qui y sont attachées, c'est-à-dire que c'est bien lui qui a fait la distribution, et là Duparc, par exemple, lui dit « Oh, mais pourquoi vous m'avez donné un rôle de façonnière comme ça? Moi, je ne suis pas comme ça. » Et justement, il lui dit « Mais justement, comme vous êtes une grande comédienne, vous savez jouer les personnages que vous n'êtes pas, c'est pour ça que... » Bon. Il est clair que Molière va donner des indications scéniques à ses acteurs, que ce soit effectivement sur la dramaturgie générale du personnage, que ce soit même des indications beaucoup plus précises, où il commence à répéter une scène, et puis, tac, Molière arrête, en disant à Brécourt, non, tu prends le ton du marquis, en fait, là tu es un chevalier, c'est pas ce ton-là. Bon, ça aussi c'est complètement, je dirais, ce que ferait aujourd'hui un metteur en scène. Donc là, il n'y a pas de doute que Molière est en position de metteur en scène, simplement, à l'époque, on ne le dit pas comme ça, et bien entendu aussi que Molière a, je dirais, forcément une triple manière d'imposer ce qu'il souhaite, c'est qu'il est à la fois l'auteur, le directeur de la troupe et le principal acteur. Donc il a cette triple légitimité qui lui permet tout à fait de donner les indications, de diriger la répétition comme il le souhaite. Et on verra d'ailleurs ensuite que c'est généralement toujours soit au nom de l'auteur, soit au nom du chef de troupe, que quelqu'un va se donner une légitimité pour dire, par exemple aux autres comédiens, que c'est comme ça qu'il faut jouer, ou comme ça qu'il faut imaginer le décor. Mais c'est quand même quelque chose qui est longtemps très, très fragile. Et il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu'il y ait vraiment des metteurs en scène au sens moderne du terme. On dit généralement que le premier metteur en scène, c'est André-Antoine. Comme toujours, c'est pratique de dire, allez, 1887, fondation du Théâtre Libre, André-Antoine, paf, la mise en scène qui commence. Bien sûr que c'est plus compliqué que ça dans le détail des choses, mais incontestablement, il y a, à partir de la fin du XIXe siècle, une manière différente de concevoir l'élaboration de la représentation théâtrale. Alors, qu'est-ce qui se passe avant?
Il faut bien reconnaître qu'on ne le sait pas toujours parfaitement. Parce que c'est le propre de l'histoire du théâtre, comme l'histoire de tout spectacle vivant, c'est que ça disparaît, ça s'évapore. Dans la préface qu'elle avait faite pour une collection qui s'appelait Le Théâtre en France, Ariane Mnouchkine avait eu une belle comparaison. Elle disait, d'une certaine manière, une représentation théâtrale, c'est comme un papillon. Est-ce que ça a un sens de faire l'histoire des papillons alors qu'on sait qu'ils vont mourir ce soir? Et c'est vrai que une représentation théâtrale, quand elle est finie, même une série de représentations théâtrales de telle ou telle pièce, quand elle est finie, qu'est-ce qu'il en reste? Et forcément, ayant passé ma vie à être historien du théâtre, c'est quelque chose, c'est une interrogation que je connais parfaitement. Il faut bien reconnaître que jusqu'à un certain point, on n'a que des traces de ce qui s'est passé. Et des traces qui sont souvent tout à fait lacunaires. Et dans le cas de Molière, par exemple, bon, des armées d'érudits et de comédiens se sont battus pour dire que, si, à la création, c'était comme ça que c'était joué. La plupart du temps, on n'en sait rien. Plus exactement, ce qu'on sait, ça tient en quelques lignes. Et souvent très insatisfaisantes. Je vais vous montrer, ça éclaircira peut-être les choses, justement, parce que les documents qu'on a, bon, ce sont par exemple les éditions des pièces, où la plupart du temps, il y a un frontispice avec une gravure. D'ailleurs, assez souvent, on n'est pas tout à fait certain que le graveur il connaissait bien la pièce, ni même qu'il en avait vu une représentation. Bon, dans le cas de Molière, il y a des chances que oui. Comme c'est Corneille ou Racine, on n'en est même pas sûr. Et il y a donc ces frontispices, il y a souvent quelques commentaires de gens qui ont assisté à la création, mais souvent, d'abord c'est très souvent partial, hein, vous avez, ça on le verra plutôt la semaine prochaine, mais sur l'école des femmes, beaucoup de gens qui critiquent violemment l'école des femmes, avec des arguments, y compris sur le jeu, par exemple, de Molière, etc. Est-ce qu'ils sont vraiment objectifs? Et puis, bien entendu, souvent par rapport au jeu d'un acteur, on s'est bien aperçu, à toutes les époques d'ailleurs, c'est épouvantablement compliqué de décrire de manière précise le jeu d'un acteur. Je suis sûr que quand vous assistez à une représentation théâtrale, si le lendemain on vous disait, bon ben voilà, une feuille blanche, vous allez me décrire en une page le jeu de l'acteur principal, eh ben c'est pas facile. Je sais, pour l'avoir fait faire à mes étudiants un certain nombre de fois, que c'est très loin d'être évident. Et il faut bien reconnaître que, justement, la plupart des commentateurs du XVIIe siècle disent « Ah ouais, Molière, il joue bien, il est très drôle. » Ouais, il joue bien. Mais qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur la représentation? Donc, il y a ces limitations. Donc, il faut prendre acte. Et bien entendu qu'au fur et à mesure des années qui passent, il y a eu d'autres moyens techniques. Il y a eu la photo à partir du XIXe siècle, sans oublier que la plupart du temps, pendant très longtemps, les photos de théâtre ne sont jamais des instantanées, parce que les pellicules ne sont pas assez sensibles. Et pratiquement jusqu'en 1950, quand vous voyez une photo de théâtre, c'est une photo qui a été posée, parfois même ailleurs qu'au théâtre. Stanislavski, il emmenait les décors chez un photographe pour faire les photos. Parce que dans le théâtre d'art, ce n'était pas possible, ça ne tenait pas. Par
par exemple, ça c'est qu'un exemple. Bien sûr qu'il y a des enregistrements audio. La semaine prochaine, on écoutera un bout de Jouvet dans l'école des femmes. C'est très intéressant. Mais même les vidéos, et bien sûr que maintenant, on a des DVD d'un certain nombre de représentations. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir le DVD d'une pièce que vous aviez vue précédemment au théâtre, vous n'avez pas été déçu. On a toujours le sentiment qu'on assiste à autre chose que ce à quoi on a assisté, tout simplement parce que ce n'est pas la même chose que, par définition, un spectacle vivant, eh ben, c'est un spectacle où on est des centaines ensemble, même dans le cas d'une pièce très dramatique où on n'entend pas les autres, on entend leur silence. Et ça, c'est très important aussi. Mais, aussi, c'est vraiment ça. Alors, bon, quand on voit la vidéo 20 ans après avoir vu, on dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié tel ou tel détail ». Et dans cette mesure-là, le DVD peut être un activateur de mémoire très intéressant. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vu le spectacle, par exemple, c'est souvent, dans certains cas, c'est même fallacieux. Parce que ça donne une idée du spectacle qui peut être... Bon, alors, après tous ces préambules, qui n'ont rien à dire que finalement, ce que je vais faire, c'est, là encore, un peu impossible de faire, je vais le faire quand même, c'est-à-dire que je vais essayer de vous parler de 350 ans de mise en scène des pièces de Molière. Alors, bon, commençons justement en ce qui concerne la base. Bon, ce tableau, peut-être que vous le connaissez, hein, il se trouve dans les collections de l'Académie française, il est assez célèbre, il est dans toutes les histoires du théâtre à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne quelque chose qui n'a jamais existé sur scène, c'est-à-dire où il y a comme ça 20 acteurs, essentiellement des farceurs, qui sont réunis sur une scène, alors qu'en fait, ils jouaient dans des théâtres différents, et qu'en plus, ça s'étale sur 30 ans, il y en a qui n'ont jamais joué ensemble. Hein, et de très loin. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous la montre, c'est qu'à l'extrême gauche, dans ces farceurs, il y a un farceur particulier qui s'appelle Molière. Et donc, qui est considéré, le tableau, on pense que c'est aux alentours de 1670. Considère effectivement que Molière est un farceur. Et qui, en somme, qu'il a son personnage, qui est le personnage de Sganarelle, le personnage un peu qu'il a élaboré et qu'il reprend dans nombre de ses pièces, même parfois qu'on ne s'appelle pas Sganarelle, mais quand même il y a déjà pas mal de pièces où il s'appelle Sganarelle, et qu'on retrouve notamment bon, avec les grandes moustaches tombantes, il a vraiment créé son personnage qui est souvent un personnage de quelqu'un qui se met en colère facilement, naïf, mais pas si naïf que ça quand même. Voilà, c'est au même titre que on voit des acteurs de cinéma ou des acteurs de one-man show créer vraiment leur personnage. Et c'est exactement ce que fait Molière là aussi, et c'est comme ça qu'il est aussi perçu par le public du XVIIe siècle. Essentiellement comme un farceur, en tout cas, un acteur comique, bon, qui écrit aussi des pièces, mais beaucoup considèrent que c'est quand même plus un acteur qu'un auteur. Ça, toujours, j'aurai l'occasion d'en reparler, il y a toujours cette dévalorisation du comique qui est toujours structurelle, notamment en France. On a toujours considéré, il y a toujours une hiérarchie des genres qui fait que les pièces sérieuses, alors la tragédie, ou plus tard le drame, c'est quand même mieux que la comédie. La comédie, c'est quand même, c'est un petit peu honteux, c'est vulgaire, enfin, c'est des choses qui... C'est pas une tragédie. Et ça, en tout cas, au XVIIe, par exemple, il y a cette hiérarchie très nette qui est mise entre eux. Alors, je parlais tout à l'heure des frontispices. Alors, avant les frontispices,
une notion qu'il ne faut jamais oublier quand on parle du XVIIe siècle, c'est le fait qu'il y a des spectateurs sur la scène. Donc que de toute façon, c'est quand même une scène très mal. Donc, il y a évidemment une illusion théâtrale qui est relativement partielle, puisque, vous voyez, il y a 50 personnes sur la scène, de part et d'autre. Et petit à petit, bon, ça, au départ, c'était un petit peu de bric et de broc. Bon, petit à petit, il y a eu des bancs, il y a même une barrière pour qu'ils ne dépassent pas, etc. Mais, de toute manière, on est quand même dans un espace qui est resserré et où, de toute façon, le décor, bien sûr, est assez souvent limité par la présence des spectateurs. Bon, alors, les frontispices qu'on va voir, là, ne tiennent pas du tout compte de la présence des acteurs. Et c'est vrai que c'est des spectateurs. Et c'est vrai que c'est rare qu'il y ait des gravures qui montrent les spectateurs. C'est une des rares que je connaisse du XVIIe siècle où on voit les spectateurs de manière explicite. Alors, les frontispices en question, voilà. École des femmes, critique de l'école des femmes. Là, on voit bien justement le personnage, bon, il s'appelle Arnolphe, là, mais c'est bien, c'est le personnage de Sganarelle que je vous ai montré il y a 3 minutes, c'est le même personnage, en fait. On voit bien aussi dans la critique de l'école des femmes à quel point on est dans un espace resserré. Bon. Don Juan, qu'on appelle le festin de Pierre à l'époque, ce qui est en réalité un contresens de traduction, hein, puisque, en fait, l'original espagnol, c'est le convive de Pierre, c'est-à-dire le commandeur. Et ça a été traduit, le festin de Pierre, et comme ça arrive parfois, c'est la traduction fausse qui a gagné. Mais donc, même, effectivement, la première édition de Don Juan s'appelle le festin de Pierre. Le misanthrope, là aussi, bon, qu'est-ce que ça nous raconte sur la représentation? Très peu de choses, tout ce qu'on sait, oui, d'accord. C'est la première scène du misanthrope, il y a Alceste assis, il y a Philinte debout. Pour le reste, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Alors, celle-là, qui n'est pas tout à fait un frontispice, mais qui est une gravure sur Tartuffe, est plus intéressante, puisque là, on a vraiment un jeu de scène. Hein, et un jeu de scène où on a un témoignage dans la lettre sur la comédie de l'imposteur, hein, puisque la première version s'appelait ainsi, il est bien dit que, au moment où Elmire a demandé à Tartuffe d'aller voir dans le couloir si, par exemple, s'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait les gêner. À Tartuffe qui est allé, Orgon est sorti largement aidé par Elmire de sous la table, et quand Tartuffe revient, il se cogne non pas à Elmire comme il l'espérait, mais à Orgon. Et c'est ce moment-là, même le fait que ce soit ce moment-là étant souligné par le fait que c'est le texte de la scène 7 de l'acte 4 de Tartuffe qui est inscrit en dessous. Voilà. Là, sur un cas comme celui-là, on peut dire, ah, ça c'est sans doute assez proche d'un jeu de scène qui a effectivement existé à la création. Parce que c'est corroboré par ce passage d'une lettre consacrée à la pièce. Mais vous voyez qu'on est quand même sur des choses ténues. Et il faut bien reconnaître que, après la mort de Molière, quand assez vite se crée la comédie française, on va se retrouver dans une situation un petit peu complexe où là, il n'y a plus vraiment de metteur en scène. Puisque le patron, il est mort. Et donc, incontestablement, en même temps, il y a une fiction qu'installera longtemps la comédie française jusqu'au XXe siècle. C'est le fait que la comédie française, maison de Molière, respecte les traditions. Et donc, en fait, c'est quasiment, même en 1900, voire en 1950, comme si
c'était encore la mise en scène de la création du XVIIe siècle qui était jouée. Il y a comme ça une volonté d'affirmer une sorte de continuité, mais ça va assez loin, puisque Madame Dussane, qui était une des grandes comédiennes de la comédie française dans la première moitié du XXe, raconte effectivement ce qu'était la situation des comédiens de la comédie française débutants aux alentours de 1920, c'est-à-dire quand elle-même a débuté. Elle dit « Nous étions sagement entrés dans le répertoire, comme on y entrait alors, pour chaque rôle, quelques brèves répétitions avec un souffleur ou le pompeux Proudhon. Ni l'un ni l'autre ne se fussent avisés d'apporter dans ce travail aucune invention personnelle. Les entrées, les sorties, les places en scène et les mouvements étaient notés pour toujours et se transmettaient invariablement. En fait, ça, c'est ce qui s'était affirmé. Bon, ceux qui ont vraiment travaillé sur l'histoire de la comédie française, en fait, bien sûr qu'il y a des choses qui se créent, mais qui toujours très rapidement se partent, disons, d'une ancienneté que ces jeux de scène n'ont pas. Hein. Et donc, on arrive à des choses. Je prends un exemple. Puisque là, c'est pas dans le texte. À la fin de l'acte 2 des Fourberies de Scapin, au moment où Scapin, qui justement a réussi à extorquer l'argent qu'il fallait à Argante et à Géronte, félicité par tout le monde sortir de scène, et donc tout le monde se précipite hors de scène, et à ce moment-là, Scapin se lève et dit « Derrière, tous derrière, honneur à la Fourberie ». Et il passe devant tout le monde. Ça, c'est pas dans le texte de Molière. Mais pendant quasiment 200 ans, il allait de soi que ça faisait partie de la tradition. Il ne fallait pas pousser beaucoup les comédiens français pour dire « Si, ça veut dire rajouter des Molières ». Voilà, on est donc sur des choses comme ça, où finalement, il y a cette sorte de continuité qui est affirmée, et qui en même temps rend la critique extrêmement difficile, parce que, dire, ça remonte à Molière, ce jeu de scène, vous n'allez pas me dire que vous êtes contre. Mais même sur des détails, je me souviens, je ne sais plus honnêtement, je ne sais plus qui disait ce souvenir. Il disait, le jeune comédien lui-même au conservatoire, puisque la plupart du temps au conservatoire, c'était des sociétaires de la comédie française qui étaient professeurs au conservatoire. Et il passe une scène de Tartuffe, et le sociétaire dit « Ah ben non, mon petit, à l'acte 3, Tartuffe, il rentre côté cour. Tu ne peux pas rentrer côté jardin. Non, ça, il rentre côté cour. Il est toujours rentré côté cour. » Voilà, c'était aussi ça, la comédie française. Pour autant, on voit, quand on étudie un petit peu l'évolution et l'histoire des rôles, on voit bien qu'il y a des choses qui ont bougé. Et tout simplement parce que, bien évidemment, que les choses bougent toujours. Alors, ce qui quand même freine ces évolutions, c'est le système qui devient dominant à partir du XVIIIe siècle, essentiellement, même s'il existait un peu déjà avant le XVIIe, qui est le système des emplois. Chaque comédien est rangé dans un emploi. On est grand premier rôle, on est valet, on est ingénu, on est grande coquette, etc. Alors, ça n'a pas que des inconvénients. Dans des troupes, notamment dans la comédie française, car la comédie française est totalement essentielle dans le système théâtral, puisqu'elle a le monopole des représentations pendant tout le XVIIIe siècle. Quand Louis XIV crée la comédie française en 1680, il est clair
la Comédie Française a le monopole des représentations parlées, comme l'opéra a le monopole des représentations chantées. Il y a une exception, parce qu'il faut qu'il y ait toujours une exception, ce sont les comédiens italiens qui, eux, gardent le droit des représentations parlées. Alors, ça se discute de savoir si les représentations parlées, ils ont le droit de les faire en français et en italien ou uniquement en italien. Et finalement, ils obtiennent le droit de Louis XIV de parler en français. Il y a une belle anecdote, je ne sais pas si elle est apocryphe ou pas, où justement, les comédiens français sont tout à fait contre, ils disent c'est nous le monopole du français. Hein. Et donc, ça termine devant Louis XIV, où donc les comédiens français plaident, en disant le monopole c'est nous. Et à ce moment-là, ensuite, il dit, je crois que c'est Biancolelli pour les comédiens italiens, qui parlent pour les Italiens, je ne suis pas sûr, hein, là il faudrait que je vérifie. Et Biancolelli dit à Louis XIV, en quelle langue je parle? Louis XIV lui dit, comme tu veux. Il dit, ça va, j'ai gagné. Bon, Louis XIV arrive, elle dit, d'accord, tu as gagné, vous avez le droit de parler aussi en français. Voilà, bon, je ne sais pas, en tout cas l'anecdote est jolie. Mais donc, il y a cette exception, et puis ensuite, certain que toute l'histoire du XVIIIe siècle, l'histoire des bagarres entre, par exemple, la Comédie Française et les théâtres de la Foire, qui veulent aussi jouer des représentations théâtrales. Je ne vais pas m'étendre là-dedans parce que autrement on ne parlerait que de ça. Mais il est clair qu'en tout état de cause, les théâtres de la Foire, c'est pas Molière qui ont envie de jouer. C'est les auteurs modernes. Mais comprenez bien qu'au XVIIIe et même encore au XIXe, la Comédie Française est quand même le lieu où se créent les nouveautés. Et en tout état de cause, si elle ne se crée pas forcément à la Comédie Française, c'est là qu'on ratifie le succès. Hein, quand Hugo veut faire jouer Hernani, il va de soi qu'il veut le faire jouer à la Comédie Française. Et que c'est à la Comédie Française qu'il s'agit d'imposer le romantisme. Alors, ça a comme conséquence, effectivement, que, sans qu'on puisse parler d'une vraie désaffection, on joue quand même nettement moins Molière au XVIIIe et même au XIXe. On a des témoignages très précis, où par exemple, Voltaire, à la fin du XVIIIe, dit, à propos du malade imaginaire, le spectacle est désert quand on joue ces comédies de Molière, et il ne va presque plus personne à ce même Tartuffe qui attirait autrefois tout Paris. Et donc, il y a des témoignages qui vont dans le même sens. Caillava en 1789, disant oh Molière, divin Molière, combien tu dois souffrir, et comme acteur, et comme auteur. Alors, on joue Molière, bien sûr, mais je dirais que Molière, c'est un peu le fond de roulement. Hein, c'est pas là-dessus qu'on attend la Comédie Française pour faire des grands succès. Alors, bien évidemment, on pourrait rajouter pour le XIXe siècle, vous connaissez sans doute le joli poème de Musset, Une soirée manquée. Une soirée perdue, excusez-moi. J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière. Nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Tiens, je vous y renvoie, c'est un joli poème de 1840, où finalement d'ailleurs Musset lui-même s'aperçoit dans le courant du poème que finalement il pense davantage à la spectatrice qui est devant lui et qui est une jolie nuque,
qu'au texte de Molière. Donc, incontestablement, il y a quand même moins de représentations de Molière, n'empêche qu'il y en a, et dans un système, je le répète, qui est le système des emplois. Alors, le système des emplois, je l'ai dit, il a ses avantages, notamment parce qu'il permet de distribuer de manière aisée une pièce, ce qui, justement, aujourd'hui est une des prérogatives du metteur en scène. Mais justement, quand il n'y a pas de metteur en scène, et quand il y a comme ça une troupe de plusieurs dizaines de comédiens qui seraient prêts à s'écharper pour tel ou tel rôle, le système des emplois est clair, puisqu'il détermine qui choisit en premier en fonction de tel. Je suis grand premier rôle, c'est moi qui décide que je prends tel rôle. Je suis valet, premier valet, ça c'est un valet, je le prends. Et je dirais que la distribution, elle se fait toute seule. Alors, l'inconvénient majeur de la chose, c'est que ça pousse au conservatisme et à la sclérose. Puisque bien sûr, il ne faut surtout pas qu'il y ait de personnages qui ne soient pas faciles de ranger dans un emploi. Ça va d'ailleurs être, j'y viens tout de suite, une des grandes interrogations des personnages de Molière, parce que les personnages de Molière, ils sont compliqués. C'est pas facile de les mettre dans une seule case. Et puis, deuxième inconvénient du système des emplois, c'est qu'il pousse justement à une hiérarchisation qui va vers le vieillissement. C'est-à-dire que justement, vous êtes chef d'emploi. Donc c'est vous qui décidez. Pourquoi est-ce que quand il y a un petit jeune qui pousse derrière et qui monte, pourquoi est-ce que vous lui faciliteriez les choses? Donc, Mademoiselle Mars gardait la priorité sur les rôles d'ingénue alors qu'elle avait 50 ans. Elle jouait Agnès à 50 ans, comme elle a joué Donia Sol, qui est censée avoir 17 ans dans Hernani, elle en avait plus de 50 quand elle a joué. Alors, très honnêtement, il faut reconnaître que beaucoup de contemporains trouvaient qu'elle assumait de manière très belle ses rôles d'ingénue, notamment avec une voix qui était un peu une voix de tête, qui faisait que ça passait très bien. Mais n'empêche, et par exemple, Hugo n'avait pas son mot à dire pour dire moi je préférais une autre comédienne dans Donia Sol. Non. C'était Mademoiselle Mars qui était chef d'emploi, elle prenait. Alors ça a eu des conséquences assez fortes sur certains rôles. Par exemple, un rôle comme celui d'Alceste. On s'est beaucoup interrogé sur l'âge d'Alceste. Et c'est vrai que le texte ne nous dit pas. Il y a d'autres personnages, on connaît leur âge parce qu'il est dans le texte, Alceste. Mais Alceste, on est allé de plus en plus vers un vieillissement d'Alceste, tout simplement parce que les acteurs ne voulaient pas lâcher Alceste. C'est-à-dire, bon, même à 60 ans, c'est très bien, Alceste. Incontestablement, scènes d'amour avec Célimène, elles n'ont pas la même allure suivant qu'Alceste a 20 ans qu'il en a 60. Hein. Et donc, là aussi, d'une certaine manière, c'est une mise en scène que le choix qu'on fait par rapport à l'apparence physique de tel ou tel acteur. Alors, sans y passer trop de temps, parce qu'il faut quand même qu'on reste un peu de temps sur le XXe siècle, je vais quand même dérouler un peu ces 200 ans de comédie française. Donc, je le répète, Molière a été l'aliment quasi fondamental. Il ne faut pas oublier quand même que alors, les chiffres que j'ai, ils vont jusqu'à 2008. Il doit y en avoir plus, mais enfin, les tendances sont claires. Et 33 400 représentations de Molière à la Comédie Française.
Alors que Racine, 9408, Corneille, 7418, Musset, 6600, etc. C'est-à-dire, si vous y pensez, Molière représente autant que les 4 qui le suivent. Il représente autant que Corneille, plus Racine, plus Musset, plus Marie. C'est extraordinaire d'une certaine manière. Et dans ce palmarès numérique, on pourrait dire, Tartuffe arrive nettement en tête, 3161 représentations, L'Avare, 2538, Le Misanthrope, 2200, Le Malade imaginaire, puis Les femmes savantes, et il faut arriver à cette 6e place pour avoir le cycle de Corneille. Les 5 premiers, c'est du Molière. Et donc, incontestablement, Molière, tous les grands interprètes de la comédie française, ils sont passés par Molière, et notamment par les grands rôles. Alors, on voit très bien, à chaque fois qu'on peut le reconstituer, la manière dont, par rapport notamment aux personnages fondamentaux des grandes pièces, à quel point l'histoire des rôles, c'est, pourrait-on dire, l'histoire des hésitations sur les rôles, des ambiguïtés. La plupart des rôles de Molière, ce sont des personnages complexes qu'on peut interpréter de plusieurs manières. J'aurais d'ailleurs tendance à dire que c'est toujours le propre des grands auteurs. Et le propre des grands auteurs, c'est que leurs personnages, on n'a jamais fini de les interroger, même des siècles après. Dans 500 ans, nous ne le verrons pas, mais dans 500 ans, on s'interrogera toujours sur Hamlet. Et peut-être sur Antigone. Et pour Molière,